Ok, je lance Azerty. Internet? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme un énorme Minitel. Internet, c'est le nettoyage. Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. Dans notre vie quotidienne, nous rentrons en contact avec de nombreuses personnes qui nous sont inconnues. Dans la rue, dans le métro, au travail, ces personnes, on ne se pose jamais la question de savoir qui elles sont. Alors, il est vrai que certains aiment s'imaginer la vie que pourraient avoir les passants, mais a priori, on n'a pas besoin de connaître le nom d'un serveur au restaurant ou du chauffeur de bus. Sur Internet, la notion d'identité est différente. Pseudo, alias, faux noms sont autant de manières de brouiller les pistes sur qui s'exprime. Les traces que nous laissons seraient peut-être alors une manière de lever tout anonymat sur une personne en ligne ? Mais d'ailleurs, ces noms alternatifs que nous créons nous rendent-ils vraiment si anonymes que ça ? Vous vous doutez bien que derrière ces questions, il y a des réponses, et justement, ces questions, avec Guglielmo, on les a posées à quelqu'un qui a travaillé sur la notion d'anonymat et sur les traces numériques. Aujourd'hui, dans Azerty, on discute de cette notion bizarre qu'est l'anonymat sur Internet, avec Olivier Saroui, maître de conférence à l'université Rennes 2, philosophe, sociologue et ingénieur informatique. On pourrait penser que la question de l'anonymat ne concerne pas tant que ça. Après tout, nous ne sommes pas tous et toutes des lanceurs d'alerte. Mais si nous cherchons une définition de l'anonymat, les choses deviennent intéressantes et complexes. L'anonymat peut être défini comme l'absence d'identité ou la volonté de dissimuler son identité. Et en gros, cette définition renvoie les problèmes à définir notre identité. Prenons alors deux exemples pour faire facile. Lorsque nous nous présentons à quelqu'un au cours d'une soirée, notre prénom suffit. Tout à plus, nous avons besoin de notre nom de famille ou d'un surnom pour identifier quelqu'un. Mais lorsque c'est la police qui veut nous identifier, nous avons besoin d'un document certifiant des informations plus détaillées. Et c'est l'État qui certifie ces informations. L'identité est donc un ensemble d'informations qui nous distinguent des autres, qui nous rend uniques. Et ces informations sont nécessairement liées aux autres et aussi aux structures sociales dans lesquelles on vit. Notre nom, pour se présenter à des gens, notre numéro de sécurité sociale, qui nous distingue face aux services de santé de l'État. Enfin, il y a aussi des éléments de notre identité que nous pouvons autodéterminer. Une partie de l'apparence physique, certes, mais aussi des questions profondes liées par exemple à son genre. Bref, le numérique est du coup un nouveau terrain où on retrouve des sujets qui existent déjà. Au cours de l'histoire, pour différentes raisons, qu'elles soient politiques, juridiques ou sociales, de nombreuses personnes sont rentrées dans la clandestinité. Un exemple historique qui m'a toujours frappé est celui de Ho Chi Minh. Quoi qu'on pense au personnage, il a changé une dizaine d'identités différentes pour s'échapper aux services secrets du monde entier. Vamba, Nguyen Quo, Li Thuy, Duong, Ho Chi Minh même, ce n'est pas son nom, mais un de ses surnoms. Il est donc naturel de se demander si l'anonymat, le fait de vouloir cacher son identité, est devenu plus difficile dans le monde numérique par rapport à une époque où il suffisait par exemple de falsifier des documents. Et c'est de cette question qu'on est parti à discuter avec Olivier. Je pense par plein d'aspects, ouais, on a beaucoup cette idée selon laquelle Internet, ça fait surgir l'anonymat sur la scène publique, ce qui est partiellement vrai parce que effectivement on peut surgir dans l'espace public sans donner son nom, sans être autorisé à l'être et donc en contournant un peu la question de son identité. Mais les moyens, disons, de surveillance que ça fournit sont aussi beaucoup plus amples. Et puis Internet tout seul, c'est quelque chose qu'il est compliqué de penser. Internet, il s'inscrit dans toute une série, disons, de réseaux techniques ou tout un système technique. Avec Internet viennent les caméras de vidéosurveillance, avec Internet viennent la traçabilité des voitures par le GPS, avec Internet, c'est toute une série de technologies qui font système. Je pense que l'anonymat aujourd'hui est beaucoup plus complexe à obtenir ou à protéger que c'était le cas il y a quelques décennies et encore plus il y a quelques siècles, ouais. Elle est plutôt surprenante, cette réponse d'Olivier, parce que j'ai le sentiment qu'on a tendance à penser que c'est l'inverse, qu'Internet a rendu les choses plus simples. Mais bon, interrogeons le passé alors. Est-ce que l'expression publique anonyme, puisque c'est de ça qu'on parle pour l'instant, était envisageable avant l'arrivée d'Internet ? À partir du moment où naît quelque chose comme un État un peu fort et où du coup se développe quelque chose comme un espace public qui va servir un petit peu de contrepoids à cet État, bon, pour les auditeurs sont peut-être pas familiers, mais c'est toute la question de l'espace public chez Habermas. Comment est-ce que la construction d'un espace public où
Globalement, on échange des idées, éventuellement on s'organise, même si c'est pas si clair chez Habermas, comme une espèce de contrepoids au pouvoir de l'État qui devient de plus en plus, disons, administré, total, parfois pour des bonnes finalités, parfois pour des finalités plus discutables. La question de cet anonymat est donc comment est-ce qu'on peut prendre la parole dans l'espace public avec toujours le risque, soit d'une censure, soit de conséquences politiques ou même juridiques plus ou moins grandes, c'est posé. Donc la question des lettres anonymes, la question des parutions anonymes qui circulaient un peu sous le manteau, quelque chose qui existe depuis longtemps, une question qui est soulevée depuis longtemps. Ce qui a un peu changé, je pense, avec Internet, c'est la question de l'échelle, à la fois du nombre de personnes qu'on peut toucher sous travers de l'anonymat et du nombre de gens qui, sous couvert, entre guillemets, d'anonymat, peuvent entrer dans l'espace public. Parce qu'avant, pour avoir un réseau, disons, intellectuel clandestin ou un réseau qui essayait de construire ou de diffuser un contre-discours politique, bon, bah, c'était réservé, quoi qu'il en soit, à une toute petite classe sociale de gens qui étaient lettrés, qui savaient lire, qui savaient écrire, qui avaient des réseaux politiques, économiques, qui avaient un certain capital social, économique, culturel. Ce qu'a permis Internet, c'est d'étendre la masse et l'échelle de ceux qui sont susceptibles d'entrer dans l'espace public pour avoir quoi que ce soit à dire, d'ailleurs. Et donc, le nombre de ceux qui sont susceptibles de vouloir profiter d'une forme d'anonymat pour une raison ou pour une autre, quoi. J'aime beaucoup cette vision d'Internet comme une place publique. On pense beaucoup au côté négatif et à l'évolution d'Internet. Mais on prend pour acquis qu'il a quand même été le vecteur d'élargissement de la place publique. Et qu'on a peut-être un peu perdu dans les conséquences de tout cela. Mais si nous sommes beaucoup plus nombreux et nombreuses à pouvoir nous exprimer, on peut se demander s'il n'y a pas un effet d'anonymisation de la foule. Le fait que nous puissions accomplir des actions en tant que groupe et être si nombreux qu'en fin de compte, les identités personnelles n'ont pas tant d'importance. Comme la fois en 2020 où un rassemblement pour Trump à Tulsa a été presque déserté parce que l'Internet s'était organisé pour acheter des billets sans vraiment vouloir y aller pour saboter l'événement. Ce truc-là de l'anonymat collectif, entre guillemets, même si les individus qui la composent peuvent être eux éventuellement identifiables, pour le coup, c'est un des trucs un peu particuliers à Internet, c'est que ça permet de s'organiser sans organisation, quoi. Et du coup, comme on peut se coordonner assez facilement en mode pair à pair, à partir d'une idée, en discutant sur un chat, sur un forum, sur n'importe quoi, ça permet de faire naître de l'organisation sans qu'il y ait besoin d'avoir une organisation et donc une institution avec une identité, des gens qui la représentent, des porte-paroles qui la rendraient identifiable. Donc on peut avoir un espèce de truc qui, effectivement, a l'air coordonné, mais qui n'a pas d'identité propre, et donc du coup c'est assez difficile de lire les intentions, de lire les valeurs, de lire les... Ça, je pense que c'est aussi un truc qui est très compliqué pour les responsables politiques, parce que cette espèce de sujet un peu inassignable, dont on peut tenir à peu près personne responsable, dont on n'arrive pas très bien à lire exactement ce qu'il veut, on n'arrive pas même vraiment à lire exactement pourquoi elle est là. Qu'est-ce qui les rassemble, ces gens-là ? Bon, bah en fait, souvent, c'est parce qu'il y a un truc... Il y a l'exemple de GameStop qui avait acheté des actions d'une vieille enseigne de jeux vidéo qui était en train de couler et qui a fait couler tous les gens qui avaient shorté cette action, c'est-à-dire qui avaient parié à la baisse. Bon, voilà, qu'est-ce qui rassemble ces gens, sinon une espèce d'envie de rigoler ensemble et de se moquer un peu des marchés financiers, quoi. Ils se disent, bon, on va leur faire un petit fuck, quoi, ça va être rigolo. Et du coup, essayer d'identifier c'est quoi la logique derrière, qui est derrière tout ça, qu'est-ce qu'ils défendent comme projet, etc. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi dans les mouvements politiques, les formes d'organisation politique contemporaines qui sont un peu plus nébuleuses, qui ont une grande méfiance à l'endroit du porte-parole, quoi. C'est-à-dire, bah oui, moi qui je suis pour parler au nom de tous ces gens, alors qu'en fait, on n'est pas toujours forcément tous d'accord les uns avec les autres, ils m'ont pas mandaté, etc. Donc cette volonté de refuser le porte-parole qui fait que du coup, l'État a pas d'interlocuteur avec ce genre de forme d'organisation, et ça il supporte pas, parce que à l'État sa manière de fonctionner c'est de dire il faut avoir l'impression que la multitude qui compose un peuple, une nation, appelons ça comme on veut, en tout cas un corps social, elle soit lisible. Alors, en fait la vérité c'est qu'un peuple, une nation, c'est 60 millions ou 70 millions de personnes, personne veut exactement la même chose, tout le monde a une idée différente sur chaque truc, et eux ils ont besoin pour gouverner ou pour justifier leur mécanisme de gouvernement pouvoir dire, ah bah les Français veulent que, les Français pensent que, mais ça n'existe pas, les Français ils pensent tous des trucs différents, la plupart du temps ils en pensent rien, ils s'en foutent un peu d'ailleurs, et du coup on est obligé de fabriquer une espèce de lisibilité à partir d'un agrégat social qui par définition est très opaque, est très hétérogène et relativement illisible, quoi. Et ce que permet de faire Internet à travers ces formes de coordination très horizontales, très directes, très pair à pair, qui ont aussi leurs limites du coup,
pour un certain nombre de choses, quoi. C'est-à-dire, c'est très pratique pour créer des formes d'organisation temporaire sur des actions très particulières, mais après, pour les faire vivre dans le temps, justement, pour les inscrire dans la durée, pour trouver des consensus quand il y a besoin d'en trouver, c'est un peu plus compliqué. Mais ce que permet de faire Internet, c'est de créer de l'action collective sans avoir besoin que les gens qui participent de cette action aient eux-mêmes besoin de produire de la lisibilité sur eux-mêmes. Quand on s'organise, on rejoint une organisation politique, un truc, du coup, les valeurs, c'est ça, du coup, il faut que je sois d'accord, est-ce que je suis vraiment d'accord ? Pour s'organiser, dans les autres formes d'organisation, on a besoin de produire de la lisibilité sur nous-mêmes, ne serait-ce que pour nous coordonner mutuellement. Donc, pour faire les trucs ensemble, on a besoin d'être rendu lisible à nous-mêmes collectivement. Et du coup, ça rend le truc compliqué, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas d'accord sur tout, en fait, ça nous fait un peu chier, machin. Du coup, ça crée un espèce d'espace un peu intermédiaire où plein de choses peuvent se passer, qui sont très compliquées à appréhender pour n'importe qui, et en particulier pour l'État, pour qui des fois c'est un peu compliqué de pas l'appréhender, quoi. Une foule anonyme. En voilà une forme d'organisation particulière. Mais l'individu dans ses relations alors ? J'ai du mal à penser que l'absence d'identification entre les personnes n'a rien changé aux relations que l'on peut avoir. Il y a un sociologue il parle pas vraiment de la question de l'anonymat, mais qui a fait des choses assez intéressantes, qui s'appelle Dominique Cardon, que vous avez peut-être déjà parlé dans cette émission. Et lui, il défend assez souvent cette idée selon laquelle pas mal des choses qu'on trouve sur Internet très nouvelles, en fait, elles sont pas si nouvelles que ça, mais elles sont rendues visibles. Et en fait, cet anonymat dans nos interactions interpersonnelles, qui a pas bâché sur quelqu'un d'autre dans son dos ? Bon, je l'ai fait, je pense que vous l'avez fait aussi. Et en fait, et d'autant plus sur les personnages publics, oh oui, quel gros con, voilà, je peux pas le blairer, machin. En fait, dire des saletés sur le dos des autres de manière anonyme, ou en tout cas en espérant que ça revienne pas à leurs oreilles directement qu'on a dit ça, on passe notre temps à le faire dans la vie matérielle, physique, etc. Encore une fois, ce qui est un peu particulier sur Internet, c'est que tout ça est rendu visible, accessible à tous. Et du coup, il y a un effet de masse, quoi. C'est comme si, en permanence, on avait accès à une espèce d'archive de tous les sums qui s'expriment dans le monde entier. Lui, il me saoule, lui, vraiment, c'est un gros con, elle, je sais pas quoi. Et du coup, il y a un effet de perception qui change beaucoup de choses. Je suis pas sûr que la pratique du bashing, de ce que l'anonymat, parce que si c'est ça dont il est question, bon, on va aller sur les réseaux sociaux, l'anonymat, pas exclusivement, mais il est beaucoup utilisé pour se bâcher les uns les autres. En fait, je suis pas certain que ce soit intrinsèquement très nouveau. En revanche, c'est rendu très visible. Et la visibilité que ça prend, évidemment, change des choses. Parce que du coup, on se retrouve avec un espace public qui est beaucoup structuré autour de ça, ou en tout cas en partie structuré autour de ça, et que ça finit par changer les rapports qu'on a les uns avec les autres, parce qu'on voit qu'en permanence, on se crache dessus, quoi. Et même si on le faisait sans doute tout autant avant, c'était moins visible. On a tous fait cette expérience quand on se dit du mal les uns des autres, de dire mais en fait les autres ils doivent dire pareil dans mon dos quand je suis pas là. Bon, puis on a merde, du coup c'est pas très cool. Mais bon, ça reste une vague idée dans la tête. Là, on le voit partout, tout le temps. Et évidemment que ça change notre manière de nous rapporter les uns aux autres, avec peut-être plus de méfiance, peut-être plus de défiance, peut-être plus de clivage aussi. Donc ça change pas rien le fait que ce soit rendu visible, mais je suis pas sûr que disons la dynamique première des interactions soit fondamentalement nouvelle, quoi. Y a pas un côté justement amplification, peut-être ? Si, sans doute. Mais je pense qu'il est aussi lié au fait que l'impression que peuvent donner un certain nombre de plateformes, c'est qu'on peut insulter directement des personnages qui sont publics et qui, dans les espaces médiatiques traditionnels, nous sont complètement inaccessibles, quoi. Et donc là, il y a cette idée, je peux directement aller insulter Macron ou je sais pas qui ou je sais pas quoi. Et du coup, en fait, ils sont fous. Macron, il y en a 300 000, j'ai mis des insultes par jour, j'imagine qu'il les lit pas, quoi. Mais sans doute que ça suscite un peu c'est à portée de main, quoi. Bon, en tout cas, on a l'impression que c'est à portée de main. Bon, là, on tourne autour d'un certain sujet, alors autant rentrer dedans, on va parler du harcèlement. Quand on entend parler de l'anonymat en ligne, la plupart du temps, c'est pour évoquer des cas de harcèlement sur les réseaux sociaux. Cachés derrière un pseudo, certaines personnes, en particulier des hommes, on va pas se mentir, se sentent intouchables. Comme si leur nouvelle identité numérique les protégeait de toute conséquence. Ça, c'est un sujet délicat et important, loin de moi l'intention de le minimiser. J'ai un peu envie de questionner cette invincibilité du harceleur de Twitter caché derrière son pseudo. Franchement, si une personne derrière un compte devait être trouvée, c'est possible, non ? Si on prend le cas des réseaux sociaux, les plateformes ont quand même toutes les informations nécessaires pour trouver l'identité des personnes qui commettent des activités illégales, non ? Ouais, mais c'est un peu l'éternel problème de ces débats-là d'un point de vue légal, c'est qu'en fait, ils ont pas énormément de sens parce que, c'est possible de s'anonymiser vraiment sur Internet en passant par des réseaux comme Tor, etc. Bon, vous avez sans doute déjà parlé de ça un peu dans cette émission. On peut s'anonymiser, c'est quand même un peu compliqué, c'est assez lent. Et puis, il suffit pas de passer par Tor, en fait. Si on veut être vraiment anonyme, il y a toute une série de trucs qu'il faut éviter de faire fuiter. C'est techniquement faisable, c'est en pratique très compliqué. En fait, dans la pratique, le droit est déjà équipé pour lutter contre ce genre de problème, quoi. C'est-à-dire que si vraiment il y a un truc en ligne
qui est considéré par le droit comme étant interdit, on a les moyens techniques. Avec, il faut qu'il y ait une instruction, il faut qu'il y ait un juge derrière qui ordonne une demande d'adresse IP pour essayer d'identifier quelle est la période qui est là. Donc, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose, etc. Donc, en fait, techniquement, on a déjà les moyens de le faire. Si ça gigote beaucoup politiquement, j'ai l'impression que c'est pour différentes raisons. Une raison est la question des timings, des temporalités. C'est-à-dire qu'effectivement, la justice, elle est longue. Et là, elle prend du temps à travailler, en partie parce qu'elle est en manque de moyens, etc. Et donc, si on voulait commencer à vouloir régler tous les cas qui surgissent dans l'espace public, ce serait en pratique c'est assez compliqué. Et puis, il y a aussi un truc, mais qui est peut-être un peu plus délicat, qui est la volonté de créer des régimes d'exception pour pouvoir, souvent sous le coup de trucs qui touchent l'opinion publique, là, il y a eu un harcèlement, comme on l'a eu avec les attentats terroristes, avec les vagues d'attentats terroristes, on crée des lois d'exception qui s'acceptent du droit commun et qui sont supposées être temporaires ou pour des cas d'application très particuliers, pour ceci ou pour cela, et puis on se retrouve 4 ans après où des militants écologistes pour les méga-bassines, ils sont potentiellement arrêtables sous le coup de loi qui avait été conçue pour du terrorisme de masse où vraiment on tue vraiment des gens en très grande quantité, je veux dire. Bon. Et ce truc-là d'essayer d'accepter la question de l'anonymat sur Internet, elle est un peu particulière parce qu'en fait, ce qui est en jeu derrière, c'est aussi un peu la question de la censure, Et c'est un peu un truc bizarre qui est en train de se produire où, en fait, les lois sur la liberté d'expression sont assez claires et permettent déjà de régler la plupart des cas. À la limite, entre là, c'est la liberté d'expression, là, c'est t'attaques quelqu'un ad hominem pour un truc qui est pas fondé, c'est déjà géré, en fait, d'un point de vue légal. Et il y a une partie qui consiste à essayer d'accepter ce truc-là. Alors, parfois, sous les trucs pas clairs, il y a les trucs d'apologie du terrorisme, pareil, qui reviennent. Mais alors, qu'est-ce qui rentre dedans? Bon, là, on a pu le voir très récemment, on en parlera peut-être plus tard, mais alors, du coup, ça devient l'espèce de grand foutraque ou n'importe quoi, peut-être rentrer là-dedans pour pouvoir être traîné en justice, etc. Et puis il y a aussi un truc qui est un peu particulier, c'est que du coup ça consiste aussi beaucoup à faire porter sur les plateformes et sur leurs mécanismes à eux le soin de gérer la censure eux-mêmes. C'est beaucoup ça qui est demandé par les États, c'est de dire, vous en tant que plateforme, comme nous on vous tient responsable depuis quelques années du contenu qui est posté, il vous revient de modérer ou censurer vous-même le contenu. En pratique, ça mène à des trucs assez bizarres, où c'est des trucs qui sont outsourcés dans des pays très mal payés, où il y a des gens qui passent leur journée à devoir trier des images horribles ou des trucs atroces, etc. Et au-delà de ça, ça pose une question un peu bizarre, c'est que du coup, des catégories juridiques qui sont un peu larges et qui forcément demandent un peu d'interprétation, etc., tout ce travail interprétatif-là qui est supposé être le travail de la justice, du coup, il est délégué aux plateformes. Qui par des mécanismes algorithmiques, qui par des mécanismes d'outsourcing chelou. Bon, en tout cas, je pense que l'enjeu, il est beaucoup là, C'est-à-dire qu'on délègue au pouvoir, aux puissances des plateformes, un travail qui est en fait un peu un travail judiciaire, en tout cas un travail qui est politiquement compliqué, Elle est où la limite entre la liberté d'expression et l'attaque, ou un problème qui est ultra compliqué, et on espère que les plateformes soient capables de régler ce problème de manière automatisée et massifiée, on va pouvoir en temps réel analyser des milliards de publications pour dire celle-ci elle est ok, celle-ci elle est pas. En pratique, ça marche pas trop, Et d'ailleurs, ça me fait penser beaucoup à effectivement les cadrages qu'on utilisait tout à l'heure de la place publique. Et effectivement, Facebook, Twitter, ils fonctionnent les places publiques au final. Et sauf que la boîte ne va pas se prendre la responsabilité qui va avec. Et de l'autre côté, effectivement, les États, ils demandent à la boîte de prendre ses responsabilités. C'est contradictoire, je trouve, mais aussi de la part des entreprises. C'est-à-dire que des fois, les GAFAM se déresponsabilisent assez facilement de certaines choses, de certains phénomènes, en disant, de toute façon, si c'est dans nos règles, ça va. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais en fait, ce qui est un peu particulier, le truc auquel on assiste ces dernières années, c'est qu'on a un truc un peu particulier où il y a une espèce de... C'est un truc un peu féodal. À l'époque féodale, il y avait des juxtapositions de juridictions qui parfois étaient en contradiction les unes avec les autres et tout. Et là, on a un peu le même truc, parce qu'il y a les règles d'usage de la plateforme, qui a son propre système de loi à lui, auxquelles se juxtaposent les lois qui sont pas les mêmes en fonction des juridictions, alors l'Europe, les États-Unis, le reste du monde, etc., qui parfois s'alignent, qui parfois sont conflictuels, avec des temporalités qui correspondent très mal aux temporalités des États et de leur capacité à réagir, parce que tout est très très lent, la plateforme elle peut réagir très vite et changer ses règles très rapidement. Et donc on a cette espèce de truc qui parfois s'opposent, qui parfois s'alignent, mais c'est assez compliqué, et qui finit par en fait tout placer un peu entre les mains des plateformes malgré tout, Et alors, à la fois, ça les arrange, ça leur donne un certain pouvoir. À la fois, moi, j'ai tendance à penser plutôt que ça les emmerde, parce que ça leur donne une responsabilité, toute une série de problèmes à gérer qu'ils préféreraient se passer a priori. Ouais, ça crée une espèce de situation assez étrange. La complexité décrite par Olivier m'amène cependant à m'interroger sur la manière dont est mené les débats autour de la question de la modération. Je pense que nous sommes tous et toutes d'accord pour dire que les harcèlements et les arnaques sont un vrai problème. Mais il me semble que dans les discours publics, nous ne parlons que de la solution des facilités.
À chaque fait divers, souvent dramatique, on pointe du doigt les soi-disant boucliers donnés par Internet d'être anonymes. La solution évidente serait donc de renforcer la manière dont on s'identifie sur Internet. Par exemple, en exigeant de fournir, lors de l'enregistrement sur une plateforme, une pièce d'identité ou une carte de crédit. À ce stade de notre discussion, nous avons demandé à Olivier ce qu'il pensait de la proposition de Paul Midi, député Renaissance, selon laquelle l'anonymat en ligne devrait être complètement supprimé. Selon sa proposition, nous pourrions toujours avoir une certaine forme d'anonymat aux yeux des autres utilisateurs ou utilisatrices, mais nous devrions fournir les informations nécessaires pour que les plateformes et l'État puissent nous identifier à tout moment. Mais c'est très drôle. L'état actuel des choses, c'est drôle. Bon, ça ressemble à de la gigoterie guignolesque un peu, parce que c'était un truc qui était même pas... C'est un député Renaissance, hein, si je dis pas de bêtises, qui était même pas vraiment voulu par l'exécutif lui-même, par le gouvernement, voilà, qui s'est attiré pas mal de moqueries. Je pense qu'il a un peu essayé, à titre personnel, de surfer sur... Bon, ça lui permettait de passer à la télé, qu'on voit sa tête et qu'on répète son nom en boucle et en boucle. En vrai, c'est un petit truc qui sont un peu stupides, parce que techniquement, de toute manière, vraiment vouloir interdire l'anonymat complet, techniquement, ce serait ultra dur. Parce que, bon, autant c'est très compliqué de se protéger vraiment. Si vous voulez vous protéger de la NSA, autant choper un abonnement à VPN à 9 € qui fait que, donc, du coup, votre adresse IP, c'est celle d'une juridiction. Ou si, effectivement, il y a un mandat d'arrêt international, on finira bien par vous trouver, mais enfin, parce que vous avez posté la mauvaise photo ou vous êtes foutu de la gueule de je sais pas quel ministre. Donc en fait tout ça a pas beaucoup de sens, hein, c'est un espace qui est mondial, et un des trucs qui favorise l'anonymat pour le coup sous ses aspects les plus simples ou les plus faciles, c'est la fragmentation des juridictions, quoi. Mais le fait qu'Internet soit mondial, du coup, bah oui, je me mets dans un VPN qui est je sais pas où, moi, en Russie, effectivement, va obtenir un mandat pour avoir mon adresse IP sur un truc qui passe par la Russie, bon courage, quoi. Bon. Donc tout ça, c'est de la gigoterie politique. Ils voulaient même, je crois, faire un truc où il y aurait une vérification d'identité quand on s'inscrit sur les réseaux pour que vraiment ce soit épinglé notre carte d'identité. Bon, c'est une espèce de fantasme politique de l'identification totale. Franchement, dans le cas de ce député Renaissance, j'ai surtout l'impression que ça témoigne d'un manque de connaissance entre ce qu'est le pseudonymat et ce qu'est l'anonymat. Oui, mais en fait, c'est parce que là, ce qu'il est question, c'est de supprimer le pseudonymat. C'est-à-dire, le pseudonymat, c'est la question d'écrire sous un nom qui est pas le nôtre, qui nous permet pas de nous rapporter notre identité civile, disons. C'est ça qui est visé. Et ce qui est un peu bête, ou en tout cas un peu dommage, parce que c'est aussi ça qui fait la richesse d'Internet sur le plan on pourrait dire des régimes d'énonciation. Comment est-ce qu'on se raconte, comment est-ce qu'on parle des choses sur Internet. Et le fait de pouvoir s'inventer plein de petites identités en fonction de là où on parle, en fonction de ce qu'on raconte, ça fait partie de la richesse énonciative d'Internet. Bah oui, on peut être un peu n'importe qui. Il y a la blague du personne sait que je suis un chien derrière mon écran, mais et en fait, ça fait partie du délire. Je peux être un peu n'importe qui, je peux m'inventer des identités qui peuvent finir par moi-même me modifier dans mon identité corporelle, pour le coup, mon identité propre. Et c'est une grande partie de la richesse d'Internet. Du coup, bon, ce serait comme dire, je sais pas moi, ok, vous pouvez faire du cinéma, mais que en plan séquence, quoi. Bon, bah, plus de droit au montage, quoi. Bah oui, bon, bah, ça va être moins drôle quand même. Depuis le début, Olivier Saroui a l'air de nous dire que c'est plutôt une galère si on veut être anonyme, mais que c'est faisable. Quand on lui parle du député Renaissance qui veut interdire totalement l'anonymat, là, il nous répond que ce serait techniquement très difficile. Dommage pour notre invité, l'actualité nous a un peu pris de court. 2 jours avant notre enregistrement, le 30 avril 2024, la Cour de justice européenne a autorisé l'accès massif et automatisé à l'adresse IP associée à l'identité civile et au contenu d'une communication. La Quadrature du Net dénonce une mise à mort de l'anonymat. On demande alors à Olivier Saroui qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce qu'il en pense. Effectivement, c'est pas une super décision, c'est pas une super nouvelle. Pour expliquer peut-être, donc l'adresse IP c'est pour Internet Protocol. Globalement, il y a ce qu'on appelle une pile protocolaire qui permet aux machines de communiquer sur Internet à l'échelle mondiale. Comment est-ce que les ordinateurs, ils échangent des données les uns avec les autres et ils se transmettent ces données de proche en proche pour qu'elles arrivent à destination, etc., etc. Et ce qui permet d'identifier les machines à l'intérieur de ce réseau, leur adresse postale, mais à l'intérieur du réseau de machines, c'est donc l'adresse IP du nom du protocole Internet Protocol. C'est un peu comme votre adresse 5 rue Vaugirard. Bon, bah, c'est l'adresse IP qui permet d'identifier les machines sur le réseau.
Même si là, c'est un espace d'adressage logique et pas géographique, quoi. Mais bon. Encore une fois, le fait que de toute façon, quand on se connecte à n'importe quel site sur notre ordinateur, c'est notre fournisseur d'accès donc qui nous fournit une connexion à ce truc-là. Lui, il sait qui on est parce qu'il a notre nom, il connaît notre nom, et c'est lui qui nous assigne notre adresse IP. Donc de toute façon, lui, il peut déjà, n'importe quel fournisseur d'accès peut déjà faire le lien entre une identité et ses navigations sur Internet. Encore une fois, sous réserve qu'on passe pas derrière toute une série de protocoles qui permettent de l'anonymiser, etc. Mais c'est un peu plus compliqué. En revanche, la justice, pour pouvoir normalement accéder à ce lien-là, elle devait pouvoir demander, alors je sais pas comment ça se passe juridiquement, je suis pas un spécialiste du fonctionnement de la justice, mais globalement une requête d'un juge, faut qu'il y ait une raison derrière pour dire tiens c'est qui l'adresse IP de machin, qui se cache derrière, donc faut qu'il y ait une raison d'en vouloir à cette adresse IP dans le cadre de la loi ou qu'il y ait des suspicions, etc. Là, de ce qu'a l'air de dire cette décision, c'est que maintenant il y a même plus besoin de bonnes raisons pour pouvoir faire le lien entre les deux. Effectivement, c'est une mauvaise idée. Ok. C'est une mauvaise idée parce que c'est toujours le problème avec les trucs un peu liberticides ou les jurisprudences un peu liberticides, c'est qu'on part toujours du principe que oui, mais elles sont utilisées pour des bonnes raisons, etc. Et que à peu près à chaque fois, il s'avère qu'en pratique, ça finit par servir d'autres raisons et de toute façon, c'est une mauvaise idée de confier à la morale ou à l'intelligence de ceux qui nous gouvernent le soin de pas déborder des limites du pouvoir qui sont les leurs. L'histoire prouve que plutôt ça se reproduit qu'il déborde. Quand on peut déborder, on déborde en règle générale. Bon, jusqu'à présent, nous avons surtout parlé d'identité numérique en relation avec nos noms, prénoms, surnoms et adresses IP. Cependant, lorsque nous surfons sur Internet, nous laissons beaucoup plus d'autres informations derrière nous. Chaque fois que nous rentrons sur un site, par exemple, on nous pose la question sur les cookies qu'on souhaite conserver ou pas, etc. Toutes ces informations forment des traces numériques, comme lorsque nous marchons sur un sol un peu vaseux. Cela peut paraître étrange, mais la combinaison de ces informations peut en dire long sur nous. Nous demandons donc à Olivier quelles sont les autres informations collectées sur nous, en plus du prénom, nom de famille, surnom et de l'IP. À peu près tout le reste. Non, mais je sais pas, votre géolocalisation, évidemment, les termes de vos recherches, les sponsors sur lesquels vous cliquez sur Instagram, sur TikTok, combien de temps vous vous arrêtez sur quelle publication, à quelle heure, est-ce que ça change en fonction de l'heure à laquelle vous vous arrêtez, les gens que vous regardez le plus, ceux à qui vous répondez, ceux à qui vous répondez pas. Et tout ça, c'est autant de manières de nous identifier quelque part. En fait, c'est problématique parce que ça peut servir à nous identifier in fine. Mais en fait, le problème des gens qui collectent ces données, puis qui après les revendent et qui les utilisent pour faire de la publicité ciblée la plupart du temps, en fait, c'est pas tant de nous identifier, c'est de nous anticiper, quoi. Du coup, en fait, on est vraiment dans une logique un peu particulière qui est pas tant d'identification que d'anticipation. Évidemment, les deux sont pas complètement déliés parce que pouvoir nous anticiper, c'est un peu nous connaître un peu, et nous connaître, ça aide à nous anticiper. Et Antoinette Rouvroy, qui était une philosophe qui a parlé de ça il y a quelques années, elle en parlait beaucoup, elle en parle un petit peu moins aujourd'hui, mais c'est question de la gouvernementalité algorithmique. Et l'idée qu'elle avance, c'est un peu l'idée selon laquelle c'est une espèce de pouvoir qui s'applique sur nous, qui justement est un petit peu particulier parce que c'est pas un pouvoir qui essaye de nous identifier pour éventuellement nous assigner à cette identité, nous bloquer dedans, nous contraindre dans cette identité, qui on est, ce qu'on doit être, comment on doit faire, ce qu'on doit aimer, pas aimer. C'est un espèce de pouvoir qui n'a pas de norme en fait. À aucun moment il nous dit non mais c'est ça que tu devrais faire, ou je t'interdis ça, ou fais plutôt ceci. C'est un pouvoir qui se modèle à nous et qui épouse nos contours au fur et à mesure qu'on se transforme. Donc on peut même pas y résister parce qu'en fait il nous pousse pas, quoi. Il y a rien contre quoi cogner, quoi. Et il s'adapte en permanence, nos profils s'adaptent. Voilà, si il était persuadé que j'allais cliquer sur cette publicité que je clique pas, ça va adapter le profil et c'est même pas un échec de sa part, c'est juste une manière de tendre vers le prochain truc, quoi, d'une certaine façon. Évidemment on laisse plein de traces. Ce qui est pas tant, à mon avis, un problème d'identification de la part des GAFAM ou des grandes plateformes et des grands brokers de données, au premier desquels Google, Facebook, Meta, etc., qu'un problème d'une société de la prédiction et de l'anticipation des comportements qu'on finit par produire en les anticipant. Parce que c'est aussi ça l'astuce, c'est que peut-être j'aurais pas acheté la paire de baskets si on m'avait pas mis la pub, quoi. Mais en l'occurrence, t'as bien tapé parce que quand je vois la pub, j'ai envie d'acheter la paire de baskets, quoi. Donc des trucs comme ça. Ce qui est un peu particulier, encore une fois, c'est que du coup, il y a des sources de données sur nous qui, pour le coup, peuvent permettre de nous identifier et de savoir beaucoup de choses si on commence à s'intéresser à nous en tant qu'individu et non plus en tant que profil susceptible de cliquer sur des pubs, quoi, globalement.
Et c'était les révélations de Snowden, quoi, le fait que à l'époque la NSA se servait librement dans les données que pouvait récolter Google en particulier, mais pas que, à peu près tous les grands fournisseurs de données. Oui, ça craint. En tout cas, ces données, elles existent. Alors après, de quelle manière elles sont protégées d'institutions qui pourraient vouloir les utiliser pour nous identifier? Sans doute qu'en pratique, elles ne le sont pas beaucoup. Légalement, elles sont supposées l'être un peu. La question du profilage à des fins commerciales est problématique aussi, mais je pense de manière très très différente. Une phrase d'Olivier m'interpelle. Si on s'intéresse à nous en tant qu'individu et nous en tant que profil susceptible de cliquer sur une pub. Bon. Alors, si moi je ne fais pas partie du soulèvement de la Terre, si je ne vais pas harceler quelqu'un, si je ne m'appelle pas Edward Snowden et j'ai des informations à rendre publiques, pourquoi l'anonymat devrait-il avoir une importance pour moi? Est-ce que c'est effectivement pas important pour moi? Est-ce que c'est une question de liberté personnelle sur Internet? Donc une question de droit à l'anonymat en tant que droit fondamental? Ou une question liée aux traces numériques et au fait qu'il y a un enjeu économique derrière? Au final, les GAFAM gagnent de l'argent avec ça. Voyons ce qu'il en pense. Il y a les deux. Je pense que même si aujourd'hui on se sent pas menacé politiquement par la question des traces ou de l'anonymat ou du non-anonymat sur Internet, c'est important de garder en tête qu'un jour on le sera peut-être. Au-delà de ça, le fait on augmente le pool d'anonymité pour ceux qui ont des bonnes raisons de vouloir profiter de l'anonymat en se battant pour que soi-même son anonymat soit préservé. C'est bien que politiquement, même quand on se sent à l'abri de toute menace et de tout machin, en fait, ça peut toujours se retourner contre nous. Et que du coup, c'est avant que ça se retourne contre nous qu'il faut se soucier du fait que les lois fassent en sorte que ça puisse pas se produire, enfin les lois ou d'autres dispositifs. Mais et effectivement, après il y a l'autre truc qui est l'aspect économique. Ce qui se passe du côté des données, de leur dimension économique, pour le coup sans doute un peu nouveau de ce qui peut aussi à terme produire sur le plan politique, parce qu'en fait c'est toute une logique de la prédictibilité des comportements humains qui est en jeu, quoi. Et c'est même un peu plus fucké que ça, parce que c'est une logique de la prédictibilité des comportements humains et de comment, en pouvant les prédire, ces comportements, on peut les orienter dans une direction plutôt qu'une autre, et en l'occurrence dans une direction qui fait qu'on va pouvoir collecter encore plus de données, de telle sorte à pouvoir prédire encore mieux, etc. Mais ça crée quand même toute une série de problèmes où ça met beaucoup de pouvoir dans les mains de très peu de gens, et avec une très faible capacité à pouvoir en discuter publiquement, parce que c'est des sujets très techniques, parce que... Merci à Olivier Sarrouy, maître de conférence à l'université de Rennes 2, pour avoir pris le temps de répondre à nos questions sur l'anonymat. On espère que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous le signaler sur les plateformes d'écoute en nous laissant un commentaire ou des étoiles. Si le sujet de l'anonymat et des traces numériques vous intéresse, dans le même genre, on vous propose d'aller écouter notre émission dédiée au Dark Web avec notre invité, Régis Le Guenec. Bref, merci encore d'avoir écouté. On vous dit à bientôt pour la dernière de la saison. Salut! Tu veux pas nous rappeler comment ça marche, Internet ?